continue. Merci. Il y a des bruits qui arrivent, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, Jean-Patrick Serre, je suis le directeur général du centre de gestion je suis accompagné de Guillaume Joubert qui va vous faire la présentation sur le conseil médical. Donc, on en est à notre troisième session de présentation de ces matinales RH qui exceptionnellement ont lieu une après-midi. Voilà, sur un sujet qui est donc la réforme du conseil médical. Il y a à votre disposition un chat qui vous permettra de poser des questions tout au long du déroulé de la présentation et elles seront prises au fur et à mesure. Nous vous remercions de couper vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et à l'issue de la présentation, une fois qu'on aura répondu à vos questions par chat, vous pourrez aussi poser des questions de vive voix en levant la main qui va bien. Et puis, vous serez destinataire de la presse du diaporama qui vous est présenté après la présentation. Et comme on se est à la dernière séance, on va collationner toutes les réponses qui vous auront été faites ainsi que celles des sessions précédentes et elles vont vous être envoyées une fois que tout aura été collationné. Voilà, donc c'est la troisième séquence sur le même sujet. Il y en aura d'autres de prévues sur d'autres thématiques et nous nous efforcerons d'avoir des rendez-vous réguliers sur ce que nous avons appelé les matinales RH pour être à votre disposition et vous donner un certain nombre d'informations et instaurer avec vous un dialogue sur des sujets qui sont dans vos préoccupations. Donc je laisse sans plus attendre la parole à Guillaume Joubert sur le conseil médical. Bonjour à tous, donc Guillaume Joubert, je suis responsable adjoint du pôle santé, sécurité au travail et maintien dans l'emploi au centre de gestion. Je vais vous présenter la réforme et le conseil médical en abordant tout d'abord le contexte de cette réforme. Donc tout d'abord, une ordonnance du 25 novembre 2020 qui a prévu l'instauration d'une instance médicale unique, le conseil médical, qui doit venir se substituer au comité médical et à la commission de réforme. Les objectifs affichés sont la simplification et la rationalisation de l'organisation et du fonctionnement des instances médicales. Cette ordonnance a été concrétisée par la publication le 11 mars 2022 du décret numéro 2022-350. Ce décret définit la composition de l'instance conseil médical, les modalités de désignation des membres, les compétences et les règles de fonctionnement. Ce décret aborde aussi les modifications du régime des congés de maladie et les conditions d'aptitude physique à l'embauche pour les agents publics. Donc, c'est des thèmes qu'on va aborder dans cette présentation. On finira par les conditions d'aptitude physique. Donc, tout d'abord, on va vous présenter le conseil médical et sa formation restreinte. Parce que si le conseil médical vient fusionner la commission de réforme et le comité médical, il comporte bien deux formations. La formation restreinte qui reprend un peu le mode de fonctionnement et les compétences du comité médical et une formation plénière qui reprend l'organisation, les compétences de l'ancienne commission de réforme. Donc tout d'abord, la formation restreinte, en termes de composition, elle est présidée par un médecin, donc le médecin président du conseil médical qui va être désigné par le préfet. Il est composé de 3 médecins titulaires, dont le médecin président, et de 1 ou plusieurs médecins suppléants. Pour qu'ils puissent siéger, pour que le quorum soit réuni, il faut que 2 des membres soient présents. Pour ce qui est des droits des agents, les agents sont informés de la date à laquelle le conseil médical examinera leur dossier, de leur droit à consulter le dossier, des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. Et la nouveauté, c'est que l'avis est notifié à l'agent. Donc auparavant, le secrétariat des instances médicales adressait l'avis du comité médical uniquement à l'employeur qui prenait ses décisions et informait de sa décision l'agent. Mais l'agent pouvait demander l'avis, mais il ne lui était pas notifié directement. Désormais, l'avis sera notifié à l'agent et c'est cette notification qui fait partir le délai de recours de 2 mois devant le conseil médical supérieur. Pour ce qui est de la saisie de l'instance, elle se fera comme auparavant
via Agir. Là où vous aviez sur Agir le comité médical et la commission de réforme, vous avez désormais le conseil médical en formation restreinte et le conseil médical en formation plénière. Pas de changement majeur de ce point de vue-là pour la saisie. En ce qui concerne les objets de saisie, le conseil médical en formation restreinte est compétent pour schématiser sur les congés non imputables au service. Donc, on va retrouver le congé de longue maladie et le congé de longue durée, avec des compétences qui se résument désormais à l'octroi de la première période, le renouvellement après l'épuisement des droits à plein traitement et la réintégration à l'expiration des droits. Une compétence large du conseil médical sur la disponibilité d'office pour raison de santé, car là, on retrouve le placement en disponibilité d'office, l'ensemble des renouvellements, ainsi que la réintégration à l'issue. Donc là, pas de changement majeur de ce point de vue-là. Une compétence générale du conseil médical en formation restreinte sur le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire. Et par conséquent, compétence là aussi du conseil médical en formation restreinte sur la période de préparation au reclassement et son octroi. Le conseil médical en formation restreinte est également compétent pour tout ce qui est contestation des avis médicaux rendus par des médecins agréés dans les différents cas prévus par la réglementation. Et on va, au travers de quelques exemples sur les congés maladie, vous montrer qu'il y a de plus en plus d'avis directement rendus par des médecins agréés et que vous allez devoir solliciter en tant qu'employeur. Une question. D'accord. Donc, nous allons aborder maintenant le conseil médical en formation plénière. Donc, l'ancienne commission de réforme, pour résumer, un petit peu moins de changements du point de vue de cette instance. Donc, puisque c'est une émanation du conseil médical, la formation plénière, il est aussi présidé par le même médecin président du conseil médical désigné par le préfet. La composition, là, on retrouve une composition paritaire, puisqu'on a 3 médecins titulaires et 1 ou plusieurs médecins suppléants, dont le médecin président, 2 représentants de la collectivité ou de l'établissement public et 2 représentants du personnel. Les règles du quorum ont un petit peu évolué, car la formation plénière ne peut siéger que si au moins 4 de ses membres sont présents, dont 2 médecins, ça c'était déjà le cas dans la commission de réforme, mais désormais, il faut également qu'un représentant du personnel siège pour que le quorum soit réuni. Pour ce qui est des droits des agents, les agents sont également informés de la date à laquelle le conseil médical examinera le dossier, de leur droit à consulter le dossier, de leur droit à être entendu par le conseil médical. Donc là, c'est une spécificité de la formation plénière, puisque le conseil médical en formation restreinte ne reçoit pas les agents. Par contre, en formation plénière, les agents peuvent demander à être entendus par le conseil médical. L'avis est également notifié à l'agent. Par contre, il n'y a pas de contestation possible de l'avis rendu par la formation plénière devant le conseil médical supérieur. Si l'agent conteste un avis rendu par la formation plénière, on va être soit sur un recours gracieux auprès de l'employeur qui pourra, par exemple, demander une autre expertise, ou directement un recours contentieux auprès du tribunal administratif contre la décision de la collectivité. La saisie également se fera via Agir, donc sur la formation plénière du conseil médical. Pour aborder maintenant les objets de saisine, pas vraiment d'évolution par rapport aux compétences de la commission de réforme. On a une compétence de la formation plénière sur tout ce qui est congé pour invalidité temporaire imputable au service, pour l'octroi de la retraite pour invalidité et pour l'octroi des allocations temporaires d'invalidité, qui sont les allocations versées en réparation des séquelles d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle. J'en profite tout de suite pour vous faire un petit point sur le congé pour invalidité temporaire imputable au service. On n'a pas fait de slide spécifique à ce congé parce qu'il n'y a pas de nouveauté depuis la création du CITIS en 2019. Donc la formation plénière est compétente pour les cas où la commission de réforme était compétente, c'est-à-dire les cas où l'employeur remet en cause la présomption d'imputabilité. Donc pour un accident de service, il y a une présomption d'imputabilité qui bénéficie à l'agent dès lors que l'accident est arrivé pendant le temps de travail, sur le lieu du travail et à l'occasion de l'exercice des fonctions. Si l'employeur est en mesure, au travers d'un rapport administratif, de remettre en cause cette présomption d'imputabilité, il peut, sans nécessairement demander une expertise, il peut demander un avis du conseil médical en formation plénière.
Sur les maladies professionnelles, je complète mon propos en disant que sur les accidents de trajet, il n'y a pas de présomption d'imputabilité. Donc là, l'employeur, si il n'accepte pas de reconnaître l'imputabilité, peut saisir là aussi la formation plénière. Pour ce qui est des maladies professionnelles, il y a une présomption d'imputabilité pour les maladies professionnelles qui sont inscrites dans les tableaux de sécurité sociale et pour lequel le médecin du travail vous a écrit dans son rapport que vous lui avez demandé que la pathologie est inscrite dans les tableaux et que les critères sont réunis, les critères de ce tableau. Là, il y a une présomption d'imputabilité qui bénéficie à l'agent. Donc, c'est là aussi à l'employeur, éventuellement, dans un rapport administratif, de remettre en cause cette présomption d'imputabilité. Et alors là, pour le coup, après une expertise médicale, de demander l'avis de la formation plénière du conseil médical. Et enfin, il n'y a pas de présomption d'imputabilité pour les maladies professionnelles inscrites dans les tableaux, mais pour lesquelles le médecin du travail vous a écrit que l'ensemble des critères n'étaient pas réunis. Et il n'y a pas de présomption d'imputabilité pour les maladies contractées en service, c'est-à-dire les maladies dont l'agent demande la reconnaissance de l'imputabilité, mais qui ne sont pas inscrites dans les tableaux de sécurité sociale, comme par exemple les maladies d'origine psychiatrique, pour lesquelles il n'y a pas de tableau de sécurité sociale. Donc ça, c'est dans ces deux derniers cas, forcément une expertise médicale et forcément derrière un avis de la formation plénière du conseil médical. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur le fonctionnement de ces deux instances. On va ensuite aborder, essayer d'illustrer mon propos avec des exemples et des schémas sur les congés maladie, puisque c'est là-dessus, sur le déroulement des congés, qu'il y a des nouveautés pour les employeurs. Donc, nous allons commencer par le congé de maladie ordinaire. Donc, vous allez retrouver sur les trois exemples qui suivent des frises qui vous montrent le déroulement des congés et les principales étapes auxquelles l'employeur est confronté et surtout quelle procédure il doit mettre en place à chaque étape. Donc, le congé de maladie ordinaire, vous connaissez bien, il est l'agent fonctionnaire ou contractuel est placé en congé de maladie ordinaire lorsque la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. L'obligation qui n'est pas nouvelle, c'est qu'il doit transmettre un arrêt de travail dans les 48 heures suivant l'établissement de ce certificat. Pas de changement sur la rémunération. On vous a pris l'exemple général, c'est la rémunération à plein traitement pendant 3 mois sur une année glissante, puis 9 mois à demi-traitement. Par contre, en termes de nouveautés, c'est sur le renouvellement du congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois. Auparavant, il y avait un avis obligatoire au-delà de 6 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire, un avis obligatoire du comité médical. Désormais, le conseil médical n'est pas compétent sur le renouvellement du congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois, donc plus d'avis. Par contre, la responsabilité de l'employeur, c'est de demander l'avis d'un médecin agréé sur cette prolongation d'arrêt au moins une fois, au-delà de 6 mois consécutifs d'arrêt de travail. Donc, on va commencer par faire un petit point sur qu'est-ce que c'est que, pour un employeur, demander l'avis d'un médecin agréé. Donc, c'est dans le cadre du contrôle médical que vous pouvez diligenter à tout moment sur vos agents en tant qu'employeur. Le contrôle médical, il peut se faire dès le premier jour d'arrêt. Vous pouvez demander à un médecin agréé de vérifier si cette journée d'arrêt de travail est justifiée. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle médical. Les médecins agréés, tout d'abord, ils doivent être inscrits en tant que médecins agréés sur l'arrêté pris par le préfet qui dresse la liste des médecins agréés pour chaque département. La liste des médecins agréés du Puy-de-Dôme, vous la retrouvez notamment sur l'onglet Commission de réforme du site internet du centre de gestion. Donc, vous devez demander, en tant qu'employeur, un rendez-vous auprès de l'un de ces médecins agréés. J'insiste, je sais qu'il y a des pratiques dans les collectivités qui donnent à ce qu'on donne la liste des médecins agréés à l'agent et qu'on l'invite à prendre rendez-vous lui-même auprès de ce médecin. C'est vraiment important que ce soit les employeurs qui choisissent le médecin, qui prennent rendez-vous auprès de ce médecin, et l'agent est tenu de se rendre à ce rendez-vous sous peine de suspension de sa rémunération, puisque c'est un contrôle médical, à moins qu'il arrive à justifier pour une bonne raison son absence, mais voilà, il y a quand même une obligation de se rendre à ce contrôle médical. Donc, ce n'est pas l'agent de choisir son médecin, c'est bien l'employeur. Pour respecter le secret médical, je vous invite, même si vous avez connaissance de la pathologie de votre agent, à faire appel à des médecins généralistes agréés qui pourront, au besoin, demander, eux, en tant que médecins,
l'avis d'un spécialiste, mais vous, dans un premier temps, demandez bien l'avis d'un généraliste agréé qui, dans la majorité des cas, sera à même de vous rendre un avis. Idem pour les temps partiels thérapeutiques, idem pour tous les avis qu'on va évoquer, parce que vous allez voir que vous avez pas mal d'avis à demander au médecin agréé. Du coup, j'en profite pour vous indiquer que le centre de gestion va mettre à disposition des collectivités affiliées gratuitement une mission par laquelle le secrétariat des instances médicales pourra diligenter à votre place ces avis de médecins agréés. L'idée, c'est que par une simple sollicitation de votre part, avec le même modèle peu ou prou que le certificat médical détaillé que vous utilisez déjà pour saisir le comité médical, vous soyez en mesure de solliciter le secrétaire des instances qui prendra le rendez-vous d'expertise, qui posera les bonnes questions au médecin, qui même pourra éventuellement vous envoyer presque l'arrêté tout prêt derrière, tenant compte de ses conclusions. Tout ça en n'ayant à votre charge que la prise en charge des frais d'expertise, bien sûr. Mais voilà, sinon c'est un service qui sera gratuit pour les collectivités affiliées et qui devrait vous permettre de vous aider un petit peu par rapport à ces expertises qui vous incombent désormais. Voilà. Donc pour ce qui est de reprendre le déroulé du congé de maladie ordinaire, il n'y a plus d'avis du conseil médical au-delà de 6 mois. Par contre, il y a un avis du conseil médical sur la fin des droits, c'est-à-dire une année de congé de maladie ordinaire. Là, retenez que pour tous les congés maladie que l'on va évoquer, il y a un avis du conseil médical à la fin des droits qui permet de statuer sur la situation de l'agent et sur ses inaptitudes. On fera un petit focus en fin de diaporama sur les différentes possibilités qui s'offrent, enfin, qui sont ouvertes à l'agent selon ses inaptitudes ou ses aptitudes en fin de droit. S'il n'y a pas de questions, on va passer au congé de longue maladie et au congé de grave maladie. Donc, petit rappel, le congé de longue maladie, il concerne les fonctionnaires dits CNRACL du régime spécial, c'est-à-dire ceux qui font plus de 28 heures hebdomadaires. Le congé de grave maladie concerne les fonctionnaires du régime général, moins de 28 heures, et les agents contractuels qui ont 3 ans d'ancienneté. Par contre, il y a des critères, c'est-à-dire que tous les congés de maladie ordinaire n'ouvrent pas droit automatiquement au congé de longue maladie ou au congé de grave maladie. Les critères, au-delà de la liste qui est fixée par le Conseil médical supérieur, les critères sont souffert d'une maladie, ne permettant pas d'exercer ses fonctions, mais surtout nécessitant un traitement et des soins prolongés, présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Ces critères sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'il faut réunir l'ensemble des critères pour pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de grave maladie. Et c'est au conseil médical de statuer si la pathologie de l'agent réunit ces critères. C'est pour ça que vous allez voir régulièrement des congés maladie ordinaires et des agents qui ne peuvent pas reprendre après 1 an de congé maladie ordinaire, mais qui n'ont pas de droit au congé de longue maladie. Et donc là, on a un agent qui se retrouve en fin de droit à maladie au bout d'1 année seulement. Voilà. C'est parce que sa pathologie ne réunit pas les critères ouvrant droit à un congé de longue maladie ou un congé de grave maladie. Voilà, donc ça, ce n'est pas une nouveauté, mais je précise pour les cas de certains de vos agents qui se voient refuser par le conseil médical l'octroi d'un CLM. Donc, pour ce qui est du déroulé du congé, l'octroi se fait automatiquement, réglementairement, sur avis du conseil médical, obligatoirement. Il n'y a plus d'avis pour chaque renouvellement. Par contre, il y a un avis du conseil médical sur le renouvellement qui fait basculer l'agent à demi-traitement, c'est-à-dire au bout d'1 année. Et il y a un avis du conseil médical, comme je vous l'ai indiqué, sur le congé maladie ordinaire à la fin des droits, mais là, c'est au bout de 3 années, sur la situation de l'agent à la fin des droits. Entre-temps, l'employeur doit demander l'avis d'un médecin agréé chaque année sur la justification du congé de longue maladie et du renouvellement. Voilà. Mais il n'y a plus que 3 avis de l'instance. Le renouvellement, du coup, se fait par période de 3 à 6 mois et il se fait sur présentation simple d'un certificat médical. Donc là aussi, pas forcément d'arrêt de travail au sens CERFA. L'agent peut demander avec présentation d'un certificat médical rédigé sur papier en tête, type papier à ordonnance de son médecin. Voilà, il faut juste que vous ayez un certificat médical qui justifie que le congé de l'agent doit être prolongé pour 3 à 6 mois. Voilà. Et vous êtes simplement fondé obligatoirement à demander l'avis d'un médecin agréé
au minimum une fois par an. Après, vous pouvez le demander plus souvent, hein. Donc l'avis du conseil médical n'intervient que 3 fois, sauf dans les cas où l'employeur ou l'agent conteste l'avis d'un médecin agréé qui aurait été demandé entre-temps, hein. Voilà. Il y a toujours cette possibilité. Pour ce qui est des reprises, auparavant, en congé longue maladie, il fallait, dès lors que l'agent était passé en congé longue maladie, à tout moment, si l'agent voulait reprendre, il fallait l'avis favorable du comité médical. Désormais, la reprise se fait à tout moment sur simple présentation d'un certificat médical d'aptitude à la reprise qui peut être établi soit par le médecin traitant, soit par le spécialiste qui suit l'agent. La collectivité, elle, peut demander l'avis d'un médecin agréé sur l'aptitude de l'agent à exercer ses fonctions, mais a priori, ce n'est pas suspensif. En tout cas, dans le texte, ce n'est pas suspensif. Donc, on va prendre l'exemple d'un agent qui demande l'octroi d'un congé longue maladie. Là, il y a un avis du conseil médical. Le conseil médical, admettons, va octroyer le congé longue maladie pour 6 mois. Au bout de ces 6 mois, l'agent va demander simplement, sur présentation d'un certificat médical, à avoir son congé maladie prolongé pour 3 mois. Donc là, il n'y aura pas d'avis du conseil médical et on va admettre que l'employeur ne demande pas à ce moment-là l'avis médecin agréé. Donc on va arriver à 9 mois de congé. Admettons que l'agent demande à nouveau par simple certificat médical la prolongation pour 3 nouveaux mois. Là, puisque l'agent n'aura pas été vu par un médecin agréé depuis 1 an, là, il faudra que l'employeur demande l'avis d'un médecin agréé. Pour la prolongation qui suivra, là, il faudra l'avis du conseil médical, puisqu'il s'agira du renouvellement qui fera basculer l'agent à demi-traitement. Voilà. Donc là, notre agent, il a dépassé son année de congé de longue maladie, et admettons qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, alors qu'il est renouvelé sur simple présentation d'un certificat médical et que l'employeur demande 1 fois par an l'avis d'un médecin agréé, à tout moment, il peut décider de reprendre. On peut admettre qu'au bout de 2 ans et demi, l'agent demandera à reprendre sur simple certificat médical de son médecin traitant. Là, l'employeur ne pouvant que demander l'avis d'un médecin agréé, et donc l'agent reprendra. Si le médecin agréé vient dire que l'agent n'est pas apte, il faudra donc faire en sorte qu'il se réarrête et l'avis du médecin agréé pourra, le cas échéant, être contesté soit par l'agent, soit par l'employeur devant le conseil médical. Voilà. Il y a des questions sur ce stade ? Non, pas de questions. Ah, y a-t-il des délais pour une demande de reprise? Non, c'est vraiment à tout moment. Et comme je l'ai dit, il reprend sur simple présentation du certificat médical. Donc voilà, le cas, c'est que... alors c'est toujours bien d'anticiper les reprises. Donc effectivement, moi, je ne pourrais que conseiller de faire des points réguliers avec les agents qui sont en congé de longue maladie. Et s'il y a une reprise envisagée à moyen terme, si on voit arriver cette reprise sur un délai d'1 mois ou 2, ça peut permettre de le faire voir en amont par le médecin du travail, par exemple, parce que ça, c'est toujours préconisé, j'insiste. Mais le texte, le décret, lui, il prévoit une reprise à tout moment sur simple présentation d'un certificat médical. Donc non, réglementairement, l'agent, il reprend quand il veut, dès lors qu'il a un certificat médical qui justifie qu'il peut reprendre. Pas d'autres questions. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va aborder le congé longue durée, pour lequel on va retrouver un petit peu la même logique. Donc déjà un petit rappel, le congé de longue durée, il est réservé, et c'est une spécificité du régime spécial CNRACL, donc pour les fonctionnaires de plus de 28 heures. Donc dès qu'on parle d'un congé longue durée, ça concerne forcément un fonctionnaire de plus de 28 heures. Et ce fonctionnaire est forcément atteint de l'une des 5 pathologies suivantes: les cancers, les déficits immunitaires, les maladies mentales, les tuberculoses ou les poliomyélites. Voilà. Par contre, le congé longue durée, c'est, dans 99% des cas, un congé qui est octroyé au bout d'1 année de congé de longue maladie. Il n'y a que les cas très rares où les agents n'ont pas le droit au congé longue maladie, où ils peuvent se voir octroyer directement un congé longue durée. Mais nous, aux instances médicales du Puy-de-Dôme, je crois qu'on n'a presque jamais vu ça. Voilà. Donc le cas typique, c'est au bout d'1 année, et ça tombe bien, au bout d'1 an de congé longue maladie, il y a un avis du conseil médical, puisque c'est le moment où l'agent bascule à demi-traitement.
au bout de cette année, le conseil médical va ouvrir le droit d'option, c'est-à-dire qu'il va proposer à l'agent de choisir entre un maintien en congé longue maladie ou un placement, une requalification du congé longue maladie en congé de longue durée. Donc on est bien d'accord qu'à chaque fois, on revient à l'origine du congé. C'est-à-dire qu'un congé de maladie ordinaire qui est transformé en congé longue maladie, on revient au début du congé de maladie ordinaire. Pareil, un congé longue durée, un congé longue maladie qui est transformé en congé longue durée repart du début du congé de longue maladie. Voilà. Donc l'octroi, de fait, se fait sur avis du conseil médical. Le conseil médical est à nouveau sollicité uniquement au bout de 3 ans, puisque c'est au bout de 3 ans de congé longue durée que l'agent bascule à demi-traitement. Et un dernier avis du conseil médical est sollicité sur la situation de l'agent au bout des 5 années, c'est-à-dire au bout des droits à congé longue durée. La nouveauté, c'est là aussi, comme pour le CLM, que le conseil médical n'est plus sollicité sur l'ensemble des renouvellements et que la collectivité doit demander l'avis d'un médecin agréé tous les ans sur la justification de ce congé. Donc là aussi, hein, comme pour le CLM, le secrétariat des instances médicales pourra diligenter ces avis de médecins agréés à votre place. Oui, une question. Il y a une question. Oui. Cela s'applique pour les CLM en cours. Un agent en CLM depuis 2020 nous demande de reprendre le mois prochain avec un certificat médical, pas de problème, ou ce sont les nouveaux CLM depuis le décret? Non, non, ça s'applique au congé longue maladie en cours. Le décret du 11 mars dit qu'il est applicable au 1er février. Donc oui, tous les congés longue maladie en cours sont concernés sur les conditions de reprise, mais aussi sur les conditions de renouvellement. Donc c'était un petit peu ma conclusion, mais je vais la faire tout de suite, c'est que en attendant, depuis la publication du décret, en attendant de pouvoir communiquer, de pouvoir nous aussi nous renseigner sur tous les détails de ce décret, le secrétariat des instances médicales a pris les saisies selon les anciennes modalités jusqu'au 1er juin. Donc là, désormais, on ne les prend plus, même si on va faire preuve d'une certaine souplesse. Si vous avez des saisies en cours et que vous avez compris avec cette présentation que vous n'avez plus besoin de les maintenir, ben vous pouvez les annuler. Après, si c'est des dossiers qui passent demain, par exemple, au conseil médical, on a une séance, vous n'allez pas les annuler aujourd'hui, autant qu'ils passent. Mais voilà, effectivement, les congés en cours sont concernés. Vous pouvez avoir des agents en congé longue durée qui, demain, veulent reprendre sur simple certificat médical. Et c'est déjà arrivé hein, dans les dernières semaines. Pour les CLD en cours, il n'y a donc plus de demande de renouvellement à demander tous les 6 mois? Alors si, les renouvellements de congé longue maladie ou de congé longue durée se font bien sur demande de l'agent et présentation d'un certificat médical justifiant que le congé doit être renouvelé pour une période de 3 à 6 mois. La nouveauté, c'est qu'il n'y a plus d'avis systématique du conseil médical et que vous devez demander l'avis d'un médecin agréé une fois par an. Mais l'agent, lui, doit bien demander le renouvellement régulièrement de son congé. Et s'il ne demande pas le renouvellement de son congé, c'est comme un agent absent qui ne vous présente pas de certificat médical. Il est en absence injustifiée et sa rémunération doit être suspendue. Le renouvellement se fait avec un certificat médical. Oui, le renouvellement se fait sur demande de l'agent et présentation d'un certificat médical. Voilà, donc bon, c'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions sur le congé longue durée. Ok. Voilà, donc on va aborder une diapo qui est commune à l'ensemble des congés de maladie. C'est la situation de l'agent à la fin des droits. Donc, quand on parle de fin des droits à maladie, on parle bien d'un agent, comme son nom l'indique, qui n'a plus de droit à maladie après son dernier jour d'arrêt. En l'occurrence, ça peut être un agent qui a eu une année de congé maladie ordinaire et qui s'est vu refuser l'octroi d'un congé de longue maladie ou d'un congé de grave maladie. Donc lui, il a eu qu'une année de congé maladie ordinaire et derrière, il n'a plus de droit. Ça peut être un agent qui a fait 3 ans de congé longue maladie, mais sa pathologie n'ouvre pas droit au congé longue durée, donc lui, au bout de 3 ans, il n'y a plus rien. Et ça peut être un agent qui a fait ses 5 années de congé longue durée, et là, il n'y a pas de congé en plus. Donc là, vous l'avez vu avec les frises, à chaque fois, dès qu'il n'y a plus de droit derrière, il y a un avis du conseil médical à la fin des droits. Et cet avis du conseil médical, il va y avoir 3 avis différents, principalement. L'aptitude à la reprise, l'inaptitude temporaire et l'inaptitude définitive. Et chacune de ces 3 aptitudes et inaptitudes vont donner lieu à diverses situations après la fin des droits.
Pour ce qui est des aptitudes à la reprise, donc là, c'est le cas le plus simple, on va dire. Vous avez des possibilités de reprise à temps complet, des possibilités d'aménagement de poste, puisque dès lors que l'agent a dépassé 5 semaines d'arrêt, retenez qu'il est préconisé qu'il voit le médecin du travail. Et dès lors qu'il voit le médecin du travail sur une reprise, il y a une possibilité que le poste soit aménagé par le médecin du travail. Et il y a la possibilité pour l'agent de demander un temps partiel thérapeutique, sachant que ces mesures peuvent se cumuler, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un agent qui reprend un temps complet sur un aménagement de poste, un agent qui demande un temps partiel thérapeutique et qui voit aussi son poste aménagé. Voilà. Un petit focus rapidement sur le temps partiel thérapeutique. On a communiqué en novembre sur la réforme du temps partiel thérapeutique. Donc désormais, le temps partiel thérapeutique, l'agent qui en fait la demande doit accompagner sa demande d'un certificat médical de son médecin qui précise la durée d'autorisation, la quotité, les conditions éventuelles de reprise, mais vous n'êtes plus fondé en tant qu'employeur, en tout cas il n'est plus obligatoire de demander l'avis du médecin agréé pour les 3 premiers mois. Donc il n'y a que le renouvellement au-delà de 3 mois qui fait l'objet obligatoirement de l'avis d'un médecin agréé. Voilà. Donc ça c'est la nouveauté, hein. Les 3 premiers mois, plus d'avis obligatoire du médecin agréé sur les temps partiels thérapeutiques. Après, au-delà des aptitudes, on retrouve aussi les inaptitudes temporaires. Donc là, c'est les cas où l'agent qui n'a plus de droit à maladie et le conseil médical considère que d'ici quelques mois, quelques années, il pourra reprendre son travail. Donc, va le garder encore, en tout cas, ne va pas procéder de suite à la radiation des cadres. Donc là, on va passer par ce qu'on appelle la disponibilité d'office pour raison de santé ou des fois disponibilité d'office pour inaptitude physique. Donc un dispositif qui permet que l'agent reste, on va dire, dans le périmètre de la fonction publique, ne soit pas tout de suite radié des cadres, parce que son inaptitude n'est que temporaire et qu'il pourra reprendre à court ou moyen terme, sachant que la disponibilité peut durer 3 années, voire 4 à titre exceptionnel s'il y a un poste en vue pour que l'agent reprenne. Voilà. Et enfin, les inaptitudes définitives. Donc là, il y en a 2 au grade. Les inaptitudes définitives au grade, elles ouvrent le bénéfice de la période de préparation au reclassement. Donc c'est une période d'1 année pendant laquelle l'agent va se former, va effectuer les stages en vue d'être reclassé. Et donc, par conséquent, quand l'agent est passé par une PPR, derrière, on va mettre en place une procédure de reclassement. Et les inaptitudes définitives à toute fonction, qui donnent lieu, selon le régime de l'agent, à un licenciement pour inaptitude physique pour les agents du régime général, donc les contractuels et les fonctionnaires de moins de 28 heures, et à une retraite pour invalidité pour les fonctionnaires de plus de 28 heures, parce que la retraite pour invalidité, c'est une spécificité du régime CNRACL. Voilà, donc là, on a terminé sur les congés de maladie, sur la fin des droits. Est-ce qu'il y a des questions? On a une. Pour les demandes de renouvellement, est-ce que l'agent fournit le rapport médical détaillé ou juste un courrier du médecin demandant le renouvellement? Donc le renouvellement des congés maladie, que ce soit congé longue maladie, congé longue durée, congé grave maladie, se fait sur demande de l'agent et simple certificat médical, soit du médecin traitant, soit du spécialiste qui le suit. On n'utilise pas le certificat médical détaillé qui était la pièce qui servait à saisir le comité médical. C'est une pièce qu'on continuera d'utiliser dans les cas où soit vous saisissez le conseil médical, soit vous saisissez notre mission d'assistance pour demander les avis médecins agréés. Mais la procédure, elle veut que c'est sur simple certificat. Donc, je reprends l'exemple de l'ordonnance, mais ça peut vraiment être le papier en tête du médecin qui certifie en tant que médecin que son patient doit avoir son congé longue maladie renouvelé pour 6 mois. Et ça suffit comme pièce médicale pour voir le congé renouvelé. OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, on continue. Alors, un focus sur les conditions d'aptitude physique. Donc là, on sort un petit peu de ce qu'on vient de voir, mais c'est très important en tant qu'employeur, puisque là, il y a quand même une nouveauté assez importante sur cet aspect. Donc, on avait l'habitude de vous alerter sur la vérification nécessaire de la condition d'aptitude physique qui était, parce qu'on parle presque au passé, qui était l'une des 5 conditions pour avoir la qualité de fonctionnaire. Cette vérification d'aptitude physique des agents à l'embauche n'est plus prévue réglementairement. Donc là, on parle de l'examen que vous deviez diligenter auprès d'un médecin agréé. On ne parle pas du médecin du travail, j'y reviendrai tout à l'heure.
Cette vérification n'est plus prévue réglementairement, sauf pour les agents devant occuper des postes exigeant des conditions de santé particulières prévues dans les statuts des cadres d'emploi. Donc ça veut dire que si l'agent que vous embauchez, il n'a pas dans le décret qui prévoit les statuts de son cadre d'emploi, il n'a pas de conditions de santé particulières, vous n'avez pas à demander l'avis d'un médecin agréé. Donc je vous invite à ne plus le faire, parce que pour ce qui est de la fonction publique territoriale, il y a très peu de cadres d'emploi qui ont des statuts prévoyant des conditions de santé particulières. Il n'y a que, à ma connaissance, les sapeurs-pompiers, la filière sapeurs-pompiers, qui a des conditions de santé. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le décret qui prévoit les missions de chaque cadre d'emploi, il y a un décret qui prévoit la mission du cadre d'emploi d'adjoint administratif, il y en a un pour les adjoints techniques, ainsi de suite. Il faut que ce décret soit amendé par éventuellement que le pouvoir réglementaire prévoit des conditions de santé particulières, et ce n'est pas le cas pour la plupart des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Donc on espère avoir des précisions réglementaires d'ici la fin de l'année, mais voilà, pour le moment on ne les a pas. Donc je vous invite à ne plus réaliser de visite d'embauche auprès des médecins agréés. Par contre, ça ne vous dispense pas de déclarer ces nouveaux agents auprès de votre service de médecine du travail, qui n'est pas forcément celui du centre de gestion, mais vous devez en tant qu'employeur assurer le suivi en médecine du travail de vos agents. Et dès lors, pour que le service de médecine du travail auquel vous adhérez puisse suivre cet agent, il faut au moins l'envoyer une première fois afin que l'on crée le dossier en santé au travail. Et donc, soit pour ce qui est du fonctionnement du service de médecine du centre de gestion, soit vous avez déclaré votre nouvel agent en début d'année avec la déclaration des nouveaux effectifs, et dans ce cas-là, on va le convoquer, soit il arrive en cours d'année, je vous invite à informer le secrétariat de la médecine de l'arrivée de votre agent, et enfin qu'on puisse le convoquer assez rapidement après son embauche. Dans tous les cas, si le médecin du travail à qui vous avez adressé votre agent trouve que votre agent est inapte à exercer les fonctions pour lesquelles vous l'avez recruté, ce qu'il faut voir, c'est que votre agent, vous l'avez recruté, et que s'il est inapte par le médecin du travail, il doit aller se faire arrêter. Mais ça ne sera pas une justification qui permettra de mettre fin au stage ou d'annuler, je ne sais comment, le recrutement. Votre agent, il sera stagiaire ou contractuel, et à ce titre-là, il aura des droits à maladie dont il pourra bénéficier. Voilà. Donc on en a fini du diaporama. Est-ce qu'il y a des questions? Alors soit dans le chat, soit n'hésitez pas à lever la main. Une question orale. Pour une question orale. Il n'y a pas, on a répondu à la question. Oui, par écrit. Oui. Oui, toutes les questions. Pas de questions? Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions, c'est que nous en déduisons que la présentation a été claire et que vous saviez peut-être déjà un certain nombre de choses par-devers vous déjà. Donc, on va vous envoyer le diaporama dans la foulée de la réunion, comme je vous le disais tout à l'heure. Et d'ici quelques jours, vous recevrez l'ensemble des questions de la foire aux questions avec les réponses qui ont été apportées. Si vous avez des questions également sur des dossiers individuels, n'hésitez pas à soit à me faire un mail, soit à m'appeler, soit à appeler ou faire un mail au secrétariat des instances médicales. On peut faire le point de façon plus spécifique sur vos dossiers individuels. Voilà, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée et puis on vous remercie de votre attention.